Quand les dracars accostaient sur des rivages étrangers, quand les boucliers se brisaient et les épées se taisaient, la bataille n'était pas terminée. Pour les Vikings, la victoire n'était que le début. Les hommes morts, en défendant leur terre, recevaient la clémence d'une mort rapide. Mais leurs épouses affrontaient un sort bien pire que la tombe. Si ces histoires sombres vous captivent, laissez un pouce levé, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir où ces récits résonnent à travers le monde. Ce qui suivait n'était pas une violence aveugle. C'était une terreur méthodique, affinée sur des siècles, une machine de domination qui étendait des fjords gelés de Norvège au marché des biens esclaves de Constantinople. Les Vikings avaient transformé la souffrance humaine en industrie, et les femmes étaient leur marchandise la plus précieuse. L'après-bataille révélait l'horreur véritable. Pendant que les guerriers se vidaient de leur sang dans la terre, les pillards vikings traversaient les villages avec l'efficacité des loups. Ils triaient les gens comme du bétail, hommes à gauche, femmes à droite, les enfants éparpillés comme du grain. La sélection était implacable. Trop vieux, mort. Trop malade, mort. Trop jeune pour travailler ou enfanter, mort. Mais les femmes en âge de se battre, les épouses des vaincus, elles étaient marquées pour un destin infiniment plus cruel. Elles allaient devenir trolls, esclaves dans un système si brutal qu'ils dévoraient leur identité, leur corps, leur âme. Le processus débutait immédiatement. Les officiers vikings, experts en traite humaine, examinaient chaque femme comme une pièce de marchandise. Ils vérifièrent les dents pour la robustesse, les membres pour la capacité de travail, les visages pour une beauté qui se vendrait cher sur des marchés lointains. Les jeunes mères étaient particulièrement prisées, leur fertilité prouvée, leur désespoir absolu. Ces inspections se déroulaient sous les yeux des survivants. Les enfants voyaient leur mère palpée comme des bêtes. Les maris ayant survécu à la bataille étaient forcés de regarder leurs épouses évaluées pour elles ou esclavage sexuel. La guerre psychologique était aussi calculée que la violence physique. Ce qui rendait l'approche viking particulièrement cruelle, c'était son efficacité. Ce n'était pas un pillage chaotique mais un commerce organisé. Des scribes consignaient chaque détail, âge, origine, compétences, valeur estimée. Ces registres de misère humaine remplissaient les cales des dracars, aux côtés de ailes argent et des fourrures. La documentation était obsessionnelle. Chaque femme recevait un numéro, un code d'inventaire qui la suivrait de la capture à la vente finale, comme n'importe quelle marchandise. Son nom d'origine était effacé sur le champ. Elle devenait un bien, traçable comme un sac de grains. Le voyage vers les marchés d'esclaves était un cauchemar de plusieurs semaines. Les femmes, enchaînées en colonnes, marchaient à travers des terrains hostiles jusqu'au port où attendaient les navires vikings. Celles qui s'effondraient étaient abandonnées à la mort. Celles qui résistaient étaient battues jusqu'à ce que la soumission devienne leur seule issue. Les chaînes elles-mêmes étaient des œuvres d'artisanat, conçues pour le transport humain. Des colliers de fer, reliés par des cordes ou des maillons métalliques, ajustés pour empêcher la fuite tout en permettant juste assez de mouvement pour garder la cargaison vivante. Les fouilles à Birka et Edeby révèlent l'échelle industrielle de ces systèmes de contrainte. Les gardes vikings, spécialisés dans la gestion de ces caravanes humaines, savaient exactement combien de nourriture et d'eau fournir, assez pour éviter la mort, jamais assez pour donner de la force. Ils maîtrisèrent la psychologie du désespoir, utilisant l'espoir et la détresse comme outil de contrôle. Une femme croyant que obéir pourrait améliorer son sort était plus docile que une autre ayant tout abandonné. Les itinéraires étaient minutieusement planifiés. Les esclavagistes vikings avaient cartographié chaque chemin des champs de bataille au port, avec des relais où la cargaison humaine pouvait être reposée, nourrie et sécurisée. Ces arrêts n'étaient pas humanitaires, mais des points de maintenance pour préserver la valeur de la marchandise. Les femmes tentant de s'échapper subissaient des châtiments publics conçus pour terroriser les autres. Certaines étaient marquées au fer rouge. D'autres regardaient leurs compagnes d'évasion torturées à mort. Les plus rebelles étaient parfois crucifiés le long des routes, laissés comme avertissement. La démolition psychologique était systématique. Les captives parlant la même langue étaient séparées
pour empêcher toute organisation ou réconfort. Sœurs déchirées, mères arrachées à leurs filles. L'isolement devenait une arme de contrôle. Les navires devenaient des prisons flottantes. Les femmes étaient entassées dans des cales prévues pour des marchandises, pas pour des humains. Le mal de mer, les maladies et le désespoir en emportaient beaucoup avant qu'elles n'atteignent leur destination. Les survivantes apprenaient vite que la soumission signifiait nourriture, la résistance, famine. Les dracars n'étaient pas conçus pour le transport humain, mais les esclavagistes les adaptaient avec une efficacité brutale. Des cloisons en bois créaient des espaces où les femmes étaient si serrées qu'elles ne pouvaient s'allonger. La ventilation était minimale, l'intimité inexistante. L'odeur des excréments, du vomi et de la peur imprégnaient chaque planche. Les équipages, formés pour gérer cette cargaison, savaient empêcher les suicides. Un risque constant face au désespoir. Ils calculaient précisément combien de souffrances infligées sans endommager la marchandise au-delà du réparable. La nourriture était distribuée selon la valeur marchande. Les jeunes beautés recevaient de meilleures rations. Les femmes enceintes assez pour préserver leurs enfants à naître, futurs esclaves. Les malades étaient jetés par-dessus bord pour éviter la propagation des maladies. L'horreur ultime se révélait à la fin du voyage. Les marchés d'esclaves vikings n'étaient pas des affaires clandestines, mais des entreprises légitimes, régulées par la loi, taxées par les autorités, bénies par l'ordre social. À Dublin, le plus grand marché de l'Ouest viking, les femmes étaient exposées sur des estrades en bois, examinées comme des chevaux à l'encan. Les marchands testaient leur force, évaluaient leur apparence, interrogeaient leurs compétences. Savaient-elles tisser, cuisiner, enfanter? Les réponses fixaient leur prix et leur destin. Le marché de Dublin occupait un emplacement de choix près du port, où les navires déchargeaient directement leurs cargaisons humaines. Des structures permanentes, cages, salles d'examen, estrades, montraient l'ampleur institutionnelle de ce commerce. La prospérité de la ville dépendait de la traite humaine. Les acheteurs venaient du monde entier. Nobles irlandais cherchant des domestiques, marchands nordiques voulant du bétail reproducteur, commerçants arabes représentant des clients de Bagdad. Chaque segment de marché avait ses préférences, que les marchands de Dublin s'efforçaient de satisfaire. Le processus d'enchère était théâtral. Les femmes étaient nettoyées, coiffées, vêtues pour maximiser leur attrait. Celles portant des cicatrices ou blessures étaient placées pour cacher leurs défauts. Les femmes enceintes étaient présentées comme des offres 2 en 1. Les commissaires-priseurs, habiles vendeurs, mettaient en avant le potentiel commercial de chaque femme. Les enchères pouvaient durer des heures. Une jeune beauté déclenchait des compétitions frénétiques parmi les acheteurs riches, les prix atteignant des sommes astronomiques, parfois l'équivalent d'une petite ferme ou de plusieurs années de salaire pour un ouvrier. Ces ventes lucratives finançaient l'ensemble de l'opération. Mais la beauté n'était qu'un facteur. Les compétences comptaient énormément. Une femme sachant lire et écrire valait une fortune, là où l'alphabétisation était rare. Les guérisseuses maîtrisant les herbes étaient précieuses. Même une expertise culinaire pouvait faire la différence entre un esclavage de luxe et un labeur brutal. Les captives les plus belles affrontaient un destin apparemment enviable, mais en réalité le plus cruel, les salles des seigneurs vikings. Oubliez l'image romantique de guerriers honorables. La réalité était un système conçu pour briser l'esprit par la torture psychologique. Une femme capturée était renommée, dépouillée de sa foi chrétienne, forcée d'adorer les dieux nordiques sous la menace. Son identité d'origine était effacée méthodiquement. Elle devenait un outil de plaisir, un réceptacle pour des héritiers, un symbole du pouvoir de son maître. Résister entraînait des coups, la famine ou une humiliation publique pour dissuader les autres. Les grandes salles des chefs vikings étaient des vitrines de richesse et de pouvoir. Les femmes esclaves étaient des ornements vivants, leur beauté et leurs origines exotiques prouvant l'influence de leur maître. Vêtues de beaux habits et de bijoux, elles n'étaient pas des cadeaux mais des décorations amovibles. Elles vivaient dans une peur constante, leur survie dépendant de leur capacité à anticiper les désirs de leur maître avant qu'ils ne soient exprimés.
La manipulation psychologique était sophistiquée. Les maîtres alternaient entre cruauté et gentillesse, rendant leurs esclaves émotionnellement dépendantes. Une femme recevant une douceur inattendue devenait reconnaissante, oubliant temporairement que son bienfaiteur était aussi son bourreau. Cette confusion émotionnelle rendait la résistance plus difficile et la soumission plus probable. L'esclavage sexuel était systématique. Les femmes devaient être disponibles à tout moment, quel que soit leur état physique ou émotionnel. La grossesse n'offrait aucune protection. Elle prouvait simplement leur utilité comme reproductrices. Accoucher en esclavage signifiait voir ses enfants devenir la propriété de l'homme qui avait détruit leur vie. Les épouses d'hommes importants, commandants, nobles, chefs locaux, subissaient une dégradation ciblée. Leur humiliation était stratégique, visant à briser non seulement l'individu, mais toute la communauté spectatrice. Quand une noble était paradée nue dans les camps vikings, forcée de servir les hommes ayant massacré sa famille, le message était clair. Aucun statut ne protège de notre pouvoir. Ces captives de haut rang subissaient un traitement spécial. Leur noblesse les rendait plus précieuses, mais aussi plus dangereuses. Les esclavagistes vikings développaient des techniques pour briser les femmes aristocrates, habituées au respect. La dégradation commençait immédiatement. Vêtements fins et bijoux arrachés, remplacés par des habits d'esclaves grossiers. Leurs cheveux étaient coupés pour marquer leur statut de propriété. Elles étaient forcées à des tâches serviles, frotter les sols, vider les seaux, servir les soldats ordinaires. Mais la torture psychologique allait plus loin. Ces femmes, souvent éduquées et politiquement conscientes, comprenaient les implications de leur captivité. Leurs souffrances affectaient leur famille, leur communauté, leurs réseaux sociaux entiers, amplifiant leur douleur. Certaines étaient forcées d'écrire des lettres à leurs proches, décrivant leurs nouvelles conditions et pressant la reddition pour éviter d'autres massacres. Ces messages servaient de propagande, répandant la terreur plus efficacement qu'une menace militaire. Les maîtres les plus sadiques obligeaient les nobles à participer à leur propre dégradation, vendre leurs biens restants, renoncer publiquement à leurs titres, proclamer leur gratitude pour leur statut d'esclave. Ces spectacles, enregistrés et partagés, divertissaient d'autres seigneurs vikings. La loi viking codifiait cette brutalité. Les premiers textes scandinaves traitaient les femmes esclaves comme du bétail ou des armes. Un maître pouvait battre, vendre ou tuer ses thralls sans conséquences légales. Ce système n'était pas une anomalie, mais le fondement de l'économie et de la société viking. Les lois détaillaient les droits des maîtres, les procédures de commerce d'esclaves, les normes pour différentes catégories de servitude. Ce n'étaient pas des coutumes primitives, mais des codes juridiques sophistiqués régissant une industrie majeure. Les droits de propriété sur les humains étaient absolus. Un maître pouvait prêter ses esclaves, les utiliser comme garantie pour des prêts, ou les léguer dans son testament. Les enfants nés d'esclaves appartenaient automatiquement au maître de la mer. Les preuves archéologiques révèlent l'ampleur de cette industrie. Des fers trouvés dans les comptoirs vikings, de Dublin à Hedeby, racontent une histoire de traite humaine massive. Ces contraintes n'étaient pas improvisées, mais des produits manufacturés conçus pour le commerce d'esclaves, générant une richesse immense. Les fers, colliers de fer avec des serrures, chaînes de longueur précise, parfois rembourrées pour protéger la cargaison précieuse, montrent une conception utilitaire. Certains portaient des pointes pour dissuader les fuites. À Birka, des bâtiments renforcés, avec des portes solides et des cours sécurisés, servaient à loger les esclaves. À Hedeby, le port montrait des zones de chargement spécialisées, avec des poteaux et des anneaux pour attacher les chaînes. L'analyse des ossements révèle le tribut physique. Malnutrition, blessures de stress répétitifs, traumatismes non soignés. Les thralls avaient un taux de mortalité bien supérieur aux populations libres. Les sources historiques estiment que jusque à 25% de la population scandinave de l'âge viking était composée des esclaves, majoritairement des femmes capturées. Ces chiffres bouleversaient les profils démographiques des régions conquises. Les raids, comme celui de Séville en 844 ou de Paris en 845,
capturaient des milliers de personnes. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais des expéditions commerciales visant à récolter des humains. La logistique était sophistiquée. Stations de pesée, calendrier de transport, inventaire détaillé. La traite d'esclaves finançait l'expansion viking, construisait des salles majestueuses et des navires, et établissait les hiérarchies sociales. Les régions ciblées montraient des déséquilibres de genre dans leurs archives archéologiques. Les jeunes femmes disparaissaient, laissant des communautés luttant pour maintenir leur structure sociale et leur reproduction. La guerre psychologique était délibérée. Les Vikings ciblaient les épouses et filles des chefs locaux, sachant que leur sort répandrait la terreur au-delà du champ de bataille. Les cris d'une femme portaient plus loin qu'un corps de guerre. Les raiders forçaient les maris à choisir qui serait pris, les pères à décider entre leurs filles, les mères à sélectionner leurs enfants pour l'esclavage. Ces choix brisaient les familles avant même la séparation physique. Les chefs communautaires regardaient leurs parentes être traitées, renforçant le message. La résistance entraîne des conséquences au-delà de la guerre. La réputation de cruauté devenait une arme. Beaucoup de villages se rendaient sans combattre à l'approche des dracars, espérant une clémence rarement accordée. Les conversions forcées étaient particulièrement cruelles. Les femmes chrétiennes, traînées devant des prêtres vikings, devaient renier leur foi sous peine de torture. Accepter signifiait une mort spirituelle, les coupant de leur Dieu, de leur communauté, de leur identité. Ces cérémonies théâtrales brisaient les esprits, crachaient sur des croix, participaient à des rituels païens, violant leurs croyances. Les prières secrètes étaient sévèrement punies, les symboles chrétiens cachés entraînaient des passages à tabac. Les femmes devaient porter des marteaux de Thor au lieu de croix, manger des aliments interdits par leur foi, célébrer les victoires vikings sur les terres chrétiennes. Chaque aspect de leur vie renforçait leur captivité spirituelle. Les programmes de reproduction étaient méthodiques. Les maîtres suivaient les cycles de fertilité des esclaves, les traitant comme du bétail. Les enfants nés en esclavage appartenaient aux maîtres. Les mères élevaient des enfants qu'elles ne pouvaient protéger. Les grossesses étaient gérées comme l'élevage. Registre de conception, gestation, naissance. Les femmes fertiles, traitées comme du bétail précieux, recevaient meilleure nourriture et soins, non par compassion, mais par calcul économique. Les enfants étaient élevés dans des installations spécialisées, formés pour le marché, garçons pour le labeur ou la guerre, filles pour le service domestique ou l'esclavage sexuel. Les liens familiaux étaient de briser tôt pour empêcher la résistance. Le commerce d'esclaves vikings était international, des marchés de Russie à l'Afrique du Nord. Les femmes chrétiennes, exotiques, valaient cher dans les marchés islamiques. Les Irlandaises étaient prisées pour leur beauté, les Slaves pour leur robustesse, les Anglo-Saxonnes pour leurs compétences domestiques. Les réseaux de transport, avec stations et calendriers, étaient des entreprises commerciales sophistiquées. Les marchands étudiaient les demandes régionales, ajustant leurs raids pour capturer des femmes correspondant aux préférences des marchés. Les Vikings transformaient la guerre en exploitation permanente, une machine consumant les vies et identités de milliers de femmes. La véritable horreur n'était pas dans la capture initiale, mais dans la dégradation systématique qui suivait. Les Vikings prouvaient que civilisation et brutalité pouvaient coexister, que la bureaucratie pouvait organiser l'horreur, qu'une société entière pouvait prospérer en détruisant la dignité humaine. Pour les épouses des vaincus, la mort au combat aurait été une grâce. Elles affrontaient un sort conçu pour être pire. L'effacement de leur identité, la marchandisation de leur corps, la transformation de leur souffrance en profit. Leurs cris résonnent encore dans l'histoire, rappelant ce qui arrive quand les humains deviennent marchandises, quand la cruauté systématique se drape de progrès économiques, quand une civilisation bâtit sa grandeur sur les corps brisés des sans-défense. Tel était le véritable héritage des Vikings, non seulement la conquête des terres, mais la perfection de la misère humaine comme entreprise commerciale. Ils ne se contentaient pas de vaincre leurs ennemis. Ils transformaient la victoire en industrie, la souffrance en richesse générationnelle. Et, plus glaçante encore, ils documentaient tout. Chaque transaction, chaque prix, chaque méthode de contrôle était consignée, archivée, préservée.
Les Vikings n'avaient pas honte de leur traite humaine. Ils étaient fiers de leur efficacité. Leurs registres, remplis de noms, d'âges, de prix, sont des monuments à une industrie bâtie sur des vies brisées. Les épouses des vaincus n'étaient pas seulement victimes de la guerre. Elles étaient les matières premières d'une machine transformant la dignité en prospérité viking. Leur souffrance n'était pas accidentelle. Elle était le but. Cette machine a fonctionné pendant des siècles, consumant des générations, remodelant le paysage démographique et culturel de l'Europe médiévale. Elle s'est arrêtée non par un réveil moral, mais par des changements économiques et politiques, rendant d'autres exploitations plus rentables. Ces femmes restent anonymes dans l'histoire, leurs histoires individuelles effacées avec leurs identités. Mais leur souffrance collective a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire humaine, visibles pour ceux qui savent regarder. Elles n'étaient pas des statistiques, pas des marchandises. Elles étaient des êtres humains dont l'amour, la créativité, la joie furent systématiquement détruits pour nourrir un empire de cruauté organisée. Leur vie comptait. Leur douleur était réelle. Leur voix, étouffée par leurs bourreaux, crie encore à travers les archives archéologiques et les fragments de témoignages ayant survécu à l'obscurité. Voici leur histoire. Voici leurs témoignages. Voici la vérité préservée par les propres registres des Vikings. Une civilisation qui a atteint la grandeur en détruisant la dignité humaine, la prospérité par la souffrance organisée, l'immortalité par la perfection de la cruauté comme art. Les épouses des vaincus méritaient mieux. Elles méritèrent de vivre, d'aimer, de mourir dans leur lit, entourées d'enfants portant leur nom et de petits-enfants perpétuant leurs histoires. Au lieu de cela, elles furent jetées dans une machine consumant les âmes pour produire des pièces d'argent. Leur héritage n'est pas dans les sagas célébrant leurs bourreaux, mais dans les preuves archéologiques de leur souffrance et les marqueurs génétiques transmis à des descendants ignorant leur nom. Elles étaient humaines. Elles comptaient. Et leurs histoires, même racontées à travers les archives de leurs oppresseurs, exigent que nous nous souvenions non seulement de la gloire de l'expansion viking, mais du prix payé par celles écrasées sous son poids. Voici ce que les Vikings faisaient aux épouses des vaincus. Voici pourquoi c'était pire que la mort. Voici la transformation systématique des êtres humains en marchandises, des âmes en argent, de la dignité en profit. La machine s'est arrêtée. Les dracars ne naviguent plus. Les marchés d'esclaves sont tombés en poussière. Mais les échos persistent. Le témoignage perdure. La vérité survit. En nous souvenant de leur souffrance, nous honorons l'humanité que leurs bourreaux ont tenté de détruire.